Ok. Merci. Déjà, je suis surpris de voir autant de monde pour un sujet un peu particulier, un peu exotique. Je parle pas de la Kinect, je parle pas de choses technologiques. Alors, première chose, je prends un exemple un peu particulier, le chapeauté. Pour rendre le film, il y a eu 70 millions d'heures de calcul. Alors voilà, c'est peut-être simple, mais en énergie, l'équivalent, c'est 25 terajoules. Donc pareil, c'est des notions un peu particulières, combien ça fait 25 terajoules, si on considère que le cerveau humain consomme 30 watts, c'est les calculs, c'est l'équivalent en fait de 20 minutes de l'énergie consommée par la Terre entière. Voilà. Donc tous les humains ensemble, 20 minutes, c'est le même équivalent. Un autre exemple, c'est 23 minutes de l'énergie produite par le barrage des Trois Gorges. Donc c'est un barrage en Chine qui est on va dire, le plus gros barrage au monde. Donc voilà, le logiciel, il n'est pas virtuel. Le logiciel, il a bien un impact. Alors, est-ce que c'est le matériel, est-ce que c'est le logiciel qui consomme? Mais en tous les cas, c'est rien. C'est pas du tout virtuel. Donc, ce qu'on va essayer de voir pendant cette séance, c'est quel est l'impact du logiciel, comment on peut faire pour l'améliorer. Et il n'y a rien de culpabilisateur. C'est de se dire, moi, je suis développeur. Alors, on a vu dans la keynote, je suis fier d'être développeur. Mais en plus, je fais des choses et puis mon impact, j'essaye de le maîtriser. Et deuxième chose, dans la keynote de ce matin aussi, je fais le lien, c'était abstraction, distraction, et moi je rajouterais pollution. Donc voilà, on va essayer de voir que cette abstraction, elle pollue, et comment on va faire pour limiter cette pollution. Donc tout d'abord, moi je suis un consultant, alors, voilà, Green IT. Je suis fondateur du Green Code Lab. Le Green Code Lab, c'est un groupe d'utilisateurs et on travaille sur l'éco-conception. Donc l'éco-conception logicielle, c'est un domaine assez nouveau. C'est pour ça qu'on s'est regroupé entre experts du développement durable, de la Green IT et de développeurs. Et on initie des projets. Et un des premiers projets, c'est un livre Green Pattern, donc qui est auto-édité, si vous voulez, il est à la librairie, où on a posé le sujet, on a fait un peu l'état de l'art et on propose des pistes de travail. Voilà. Alors, premièrement, les constats sur l'éthique. Quelques chiffres. Donc, les MIPS, c'est pas MIPS informatique, mais c'est l'intensité nécessaire pour fabriquer 1 kg de produit fini. C'est-à-dire que pour 1 kg, je vais avoir en extraction de matières premières, en énergie, je vais avoir beaucoup plus. Je vais avoir besoin de beaucoup plus. Et une puce électronique, pour 1 kg de puce électronique, il faut 16 000 kg de matières premières d'eau. Donc c'est énorme. Si on compare ça à la voiture, une voiture, pour 1 kg de voiture, il faut un équivalent de 54 kilos de matières premières. Donc on est sur une industrie des technologies et de l'informatique qui est très polluante. Un PC, ça va être 150 pour 1, donc c'est-à-dire que on diminue, mais vraiment la puce électronique, elle est très coûteuse environnementalement. Deuxième constat, c'est qu'on a une production des déchets électroniques énorme et qui grossit. On a des difficultés à recycler ce matériel. Donc un Français, c'est 54 kilos par an. Donc tout électronique confondu. 12 kilos sur la partie professionnelle et 12 kilos sur la partie personnelle. Et sur ça, chaque année, il n'y a que 5 kilos qui est recyclé. Donc un des axes du Grenelle de l'environnement, c'était de dire en 2014, on essaye de recycler 10 kilos. Mais voilà, on recycle pas beaucoup. Le reste, ça part dans d'autres pays, ça part dans nos décharges et ça pollue. Deuxième constat, l'éthique au global. Quand on prend les serveurs, les data centers, tout ce qui est informatique, sont responsables de 2% des émissions CO2. Alors c'est pareil, c'est des notions qui sont assez difficiles à comprendre, mais en prenant l'équivalent, c'est l'équivalent des transports aériens.
Donc on pense que les transports polluent, mais les technologies polluent aussi beaucoup. Et sauf que les transports aériens, c'est une tendance qui est à la baisse en émissions. Les technologies, ça c'est un chiffre qui a 4 ans, c'est à la hausse. Alors, tout ça, bah, c'est un peu l'industrie des technologies, c'est toujours plus. Alors la loi de Moore, on en a parlé un peu dans d'autres conférences. On a un nombre de transistors qui double tous les 18 mois, mais sur le storage, c'est pire. Alors Moore, justement, cette loi de Moore, Moore est revenu sur cette loi dernièrement. Il a dit, mais pour moi, c'était pas une loi physique, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que maintenant, l'industrie met les moyens pour doubler cette capacité, pour faire qu'il y ait toujours plus de puissance. Donc ça a un impact parce que vu que c'est une industrie qui pollue, plus on va mettre du matériel, plus ça va être polluant. Alors, le logiciel dans tout ça, est-ce qu'il pollue ou est-ce que c'est le matériel? L'exemple de Facebook, donc avec, mais j'aurais pu prendre d'autres data centers, voilà, c'est des chiffres. 9 mégawatts en consommation, c'est l'équivalent d'un TGV. Donc voilà, donc il n'y a rien du tout de virtuel. Derrière, il y a des fermes de serveurs. C'est des choses qui ont une consommation non négligeable, mais on peut prendre d'autres serveurs. Ouais, c'est pour tout Facebook. Ça, c'est la puissance instantanée, mais ça, c'est une puissance moyenne au moment actuel. C'est la puissance. C'est la puissance, c'est-à-dire que c'est pas la consommation. Hein, ouais, j'ai mis consommation. Excusez-moi. C'est une puissance. C'est une erreur. Donc, c'est moyenné. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on est sur des choses très très consommatrices. Alors ça, il y a un autre phénomène qui est le bloatware, l'obésiciel. C'est que plus on a de l'espace, plus le logiciel va prendre la place. Et ces termes-là, vous allez les voir un peu. On commence à les voir sur l'obésité du logiciel. Voilà. Alors, il y a une autre loi aussi, c'est que le logiciel ralentit plus vite que le matériel n'accélère. C'est-à-dire que c'est la loi de Wirth. On a toujours des plateformes beaucoup plus puissantes et on a un logiciel qui est toujours beaucoup plus lent. Donc ça, vous pouvez le voir, hein, je pense, dans notre métier, dans l'utilisation voilà, Windows, mais pas que Windows. Hein. Alors on va essayer de voir pourquoi ce phénomène et comment le résoudre. Alors l'éco-conception en général, c'est de concevoir un produit en diminuant l'impact. Donc éco-conception, on le voit de plus en plus sur les produits finis, sur les aliments, sur nos meubles. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier de parler d'éco-conception sur du logiciel. Voilà. Est-ce que c'est possible? Alors l'éco-conception, déjà on va analyser l'impact du produit du berceau à la tombe, cradle to grave. On va regarder sa fabrication, on va regarder sa distribution, son utilisation et sa fin de vie. Et sur toutes ces phases, on va se dire quels sont les impacts. Donc c'est vrai qu'en fabrication, c'est le temps qu'on passe, l'énergie qu'on utilise, les jours hommes, les ressources utilisées. Donc là, le logiciel a un impact, mais c'est pas le plus fort, parce que le plus fort, c'est surtout en utilisation, sur l'énergie que le logiciel va demander. Et enfin, la fin de vie. Là, la fin de vie, un exemple, je pense, c'est sur tous les sites web qui ont été faits depuis 20 ans, qui sont inactifs, qui sont quelque part sur des serveurs.
on n'a pas géré cette fin de vie. Donc ces sites web qui sont plus jamais accédés prennent un espace et voilà, sont pas désactivés. Donc l'éco-conception, on va travailler sur ce cycle de vie. On va aussi travailler sur 3 domaines. C'est vrai que le développement durable a ces domaines, le social, l'écologie et l'économie. C'est pas simplement l'écologie qu'on va essayer d'améliorer, parce que c'est vrai que quand on parle éco-conception, on a tendance à penser juste environnement, mais ça va être aussi l'aspect économique. Est-ce que le modèle économique du développement logiciel est viable? Est-ce qu'il est équitable pour les utilisateurs? Est-ce qu'il est vivable pour l'entreprise? Sur l'aspect social aussi, on va faire attention. Est-ce que mon logiciel est ergonomique? Est-ce qu'il n'exclut pas des personnes? Et c'est vrai que quand on voit certaines interfaces de logiciels, faut avoir certaines connaissances pour appréhender le logiciel, et on écarte une partie des utilisateurs. Donc là, je vais être sur des généralités, hein, on va rentrer dans le détail après. Déjà, on a des logiciels qui sont suréquipés. C'est des usines à gaz. Alors pourquoi? Parce que on doit répondre aux besoins de tout le monde, vaut mieux faire plus que juste cibler le besoin. Et une des pratiques, ça va être d'optimiser la qualité de service. C'est-à-dire que ce que je rends à l'utilisateur, je l'optimise. Alors il y a une étude Microsoft sur le moteur de recherche Bing, de dire, plutôt que de fournir 4 millions de résultats à l'utilisateur, je vais lui en offrir 20. On va dire, l'utilisateur, quand il fait une recherche sur Internet, qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin de 4 millions de résultats. 90% des personnes vont chercher dans le top 20, ils vont pas aller plus loin. Donc, si on modifie cette chose, ils ont analysé que sur le serveur, il y avait un gain de 80% sur cette unité fonctionnelle. Donc c'est énorme, 80% sur une recherche. Sachant que, par exemple, une recherche sur Google, il y a eu des chiffres de l'ADEME, c'est l'équivalent d'une ampoule allumée pendant 1 heure. Donc là on est sur des chiffres qui ne sont pas négligeables pour une recherche. Et ça, cette pratique, on peut l'appliquer sur n'importe quel logiciel. Ensuite, lié à ça, à ce logiciel suréquipé, on va essayer de faire une installation assez modulaire. C'est-à-dire que réduire l'empreinte du logiciel, désinstaller, mettre plus de modules, désinstaller automatiquement si l'utilisateur n'utilise pas le module. Donc par exemple Thunderbird, excusez-moi, il y a cette fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il détecte depuis assez récemment, si l'utilisateur n'utilise pas le module, il propose de le désinstaller. Après on peut aller plus loin, pourquoi pas désinstaller automatiquement si l'utilisateur n'a pas besoin du module. Ensuite, et le principal, c'est mieux identifier l'expression de besoin. Donc là, une étude sur les fonctionnalités utilisées dans les logiciels, dans les entreprises, 45% ne sont jamais utilisées. Voilà, donc jamais. Après, on prend rarement 19%. Donc c'est-à-dire que on a quelque chose qui prend de l'espace, qui consomme pour rien. Un point important, c'est la préconisation, c'est pas de revenir à des langages compilés ou des choses à de l'assembleur pour être plus optimum. C'est donc soit compilé, donc c'est un exemple. Facebook a créé je sais pas si vous connaissez le projet HipHop for PHP, qui prend du PHP, qui le parse, qui le compile. Donc ça c'est un peu particulier, c'est-à-dire que eux ils avaient des problématiques, enfin c'était pour réduire vraiment la consommation des serveurs et le rendre beaucoup plus performant, donc il y a eu des gains de 50%, mais c'est sans passer sur cet axe de compilation, c'est mieux connaître la mécanique, mieux connaître le runtime,
pour que quand je suis développeur, j'utilise le plus d'accélération matérielle possible. On va revenir dans le détail. Et puis peut-être oublier la course à l'armement, enfin la scalabilité, et revenir sur des choses plus light. Pensez à gérer des processeurs ARM, par exemple. Hein, voilà. Et oublier la synchronisation. Alors synchronisation, loi de Moore, c'est-à-dire que j'aurai toujours plus de matériel, toujours plus de puissance. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'optimiser mon logiciel. Puis c'est un cercle qui continue parce que les gens qui font du matériel se disent on va toujours avoir les gens du logiciel qui vont nous demander encore plus de ressources, donc on y va. Et on est dans ce cercle continu qu'il faudrait casser. Et ensuite, un des principes, c'est de mesurer. C'est vrai que la mesure soft, mais aussi la mesure hard de la consommation. Je ne sais pas, combien de vous ont mis un wattmètre derrière un PC pour voir la consommation du logiciel? 1, 2, 3. Voilà. Donc, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Et je vous assure, quand on met un wattmètre et puis qu'on teste des logiciels, on teste des pratiques, on voit des choses assez étonnantes. Un exemple, mon PC, je l'ai acheté, neuf. Avec Windows, j'étais à 18 watts en idle. Donc j'ai mis des logiciels, j'ai fait des choses. Maintenant en idle, il est à 26 watts. Voilà, donc juste en idle. Donc ça montre que le logiciel a un impact. Alors voilà, les patterns. Donc première chose, c'est déjà d'oublier la charge CPU. Enfin, ça donne une indication sur la consommation ressources, mais sur la consommation d'énergie, c'est pas du tout une indication. Et le processeur, il n'aime pas travailler. Il y a des mécanismes qui permettent, en quelques tics, de descendre dans des états de consommation très faibles. Donc ces states, ces états de consommation, il faut laisser le processeur le plus possible dans des états de très basse consommation. Et en plus, ce qui se passe, c'est quand on ressort rapidement de ces states, on consomme plus. Donc on va essayer de laisser tout le temps le processeur le plus dans ces états. Alors comment on va faire? Là, une courbe montre en fonction, si on augmente la fréquence d'exécution et on augmente les durées, on va avoir une consommation de la plateforme de plus en plus forte. Là, il y a 4 patterns, excusez-moi. Ces 4 patterns ont une charge CPU identique. Ça, c'est des tics Windows. Et là, soit je fais un traitement à chaque tic, un traitement d'une milliseconde, soit je rassemble mon traitement en 6 millisecondes. Et pour la consommation, le pattern 4 va être beaucoup moins consommateur, parce que ce qui va se passer, c'est que dans le pattern 1, on va réveiller le processeur, l'éteindre, le réveiller, l'éteindre, alors que là, on va le laisser s'endormir assez longtemps. Donc ça, c'est un principe général à appliquer, c'est de laisser le plus souvent le processeur endormi. Alors, ça, c'est un peu des principes, on va dire, matériels de base, mais comment on va le faire, comment on va l'appliquer sur Java, c'est ça la question. Alors, moi, je ne vais pas faire de démo, parce que j'ai peur des effets démo, alors je préfère faire que des copies d'écran. Live Battery Analyzer, c'est un outil qui a été conçu pour optimiser et surveiller une plateforme, pour optimiser la consommation. Moi, je vais l'utiliser pour surveiller ce qui se passe dans le logiciel. Donc, Live Battery Analyzer va regarder le nombre de processus, la charge CPU bien sûr, et les transitions, ces states, ces choses qui vont consommer, qui vont créer la consommation du logiciel. Et une chose importante, il va calculer l'impact sur la consommation. Alors justement, on parlait de éviter de laisser le processeur
se réveiller souvent. Bah, les timers, par exemple. Quand je vais demander un timer et que je vais demander un timer toutes les millisecondes, bah, ce qui va se passer, c'est que on va réveiller le processeur toutes les millisecondes. Donc là, une autre courbe, c'est en fonction du timer, de la résolution d'un timer, on a une consommation différente. Et sur Windows, on est à un timer OS toutes les 15 millisecondes. C'est-à-dire que toutes les 15 millisecondes, Windows va surveiller des choses et va se rendormir. Enfin, le processeur. Et plus on va demander un timer précis, plus on va avoir une consommation du matériel. Donc, la préconisation, c'est d'essayer d'aller en dessous des 15 millisecondes. Et quand on fait un code comme ça, et qu'on demande une période toutes les millisecondes, eh ben on va normalement aller là-dedans. Là, j'ai fait donc l'impact de ce code, c'est de 5 watts. On voit qu'il y a un nombre de ces states assez important. Et pourquoi? Parce que justement, on est plutôt dans cette zone de fonctionnement plutôt que dans une zone à 15 millisecondes. Tout le monde suit? C'est un peu dur, c'est vendredi, hein, je sais, c'est des trucs un peu barbares. Alors justement, c'est une application, j'ai lancé Chrome et j'ai regardé, là c'est la demande du logiciel sur Windows pour un timer plus précis. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que pour juste lancer la fenêtre d'Evox, on a 3 processus Chrome avec un timer à 8 millisecondes et 1 milliseconde, juste pour afficher une page web. Donc on se demande pourquoi? Parce que normalement, en fait, les timers, aller à 1 milliseconde, c'est que Windows Media Player, les applications multimédia vont demander beaucoup de ressources et des timers très précis. Et là, on a un navigateur. Alors, est-ce que c'est le navigateur? Est-ce que c'est l'application qui demande ça? On ne sait pas. Mais en tous les cas, on ne comprend pas que pour un navigateur et un site web, on ait un timer à 1 milliseconde. Normalement, on devrait avoir une case vide ici et laisser Windows toutes les 15 millisecondes. Donc là, on est sur une mauvaise pratique du point de vue éco-conception. Et une autre chose, c'est que PowerPoint, pareil, 1 milliseconde. J'étais en train de faire les slides, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image. Voilà. Donc ça améliore pas la réactivité pour ces applications comme ça. Ça pourrait, on va dire, si j'étais sur une application vidéo, il faut demander un timer plus précis si on veut pas avoir des glitters, enfin beaucoup de choses. Mais sur des applications classiques, les 15 millisecondes suffisent. On va dire, on a une performance nécessaire. Et quand on regarde l'impact, voilà, on est à un impact de 27 watts voilà, sur PowerPoint et 27 watts sur Chrome. Donc, voilà. Du point de vue éco-conception, alors voilà, j'ai essayé de voir si c'était pas c'était un programme clone. Internet Explorer. Pareil, un timer de 5 millisecondes pour le même site. Sur d'autres sites, c'est pareil, donc ça ne vient pas forcément du site. Mais c'est normal, on va dire, on ne sait pas ce qui se passe, et si on ne surveille pas ces timers-là, si on ne mesure pas l'impact énergétique, on ne va pas surveiller ça. C'est pas. Voilà. Voilà. Et une chose notable, c'est que là, j'ai laissé activer Internet Explorer et qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur Chrome, on a toujours un timer de 1 milliseconde. Donc 1 milliseconde, alors que j'ai ma fenêtre qui est en background, qui est en idle normalement. Donc j'ai toujours une application qui me demande ce compteur-là
alors que je l'affiche pas du tout. On pourrait comprendre qu'en affichant la page web, il faut ce timer de 1 milliseconde. Là, non. Alors c'est un autre concept, et qui est un concept très intéressant et important, c'est que on va prendre en compte le contexte. Dans l'éco-conception, on va faire attention au contexte, et le contexte, c'est plutôt ce que j'appelle un contexte utilisateur. C'est le logiciel, c'est pas une unité indépendante, il doit interagir avec l'utilisateur. Et si je prends pas en compte ce contexte, justement, je regarde pas si les tâches sont, si la fenêtre est active ou pas, et je fais toujours le même traitement. Mon logiciel, c'est le plus important, donc il doit fonctionner tout le temps. Donc il va être context aware. Et deuxième concept, il va être power aware. C'est qu'on va faire attention à la gestion de l'énergie du processeur. Voilà. Alors c'est un peu générique, je vais rentrer dans les détails et des exemples. Il y a beaucoup de bugs sur le power aware. Il y a eu un bug qui a été détecté sur Facebook, sur Gmail, sur le Wavelock. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de ce bug. Non. Voilà. Bon, c'est un bug qu'on a trouvé sur ces applications parce qu'on les utilise beaucoup. Mais dans Android, donc, on a des états de veille, comme là je prends l'exemple mobile, mais on a les mêmes bugs sur Linux. C'est qu'on a des états de veille et on va demander l'état d'alimentation. Et si on veut laisser l'écran allumé parce qu'on a besoin, l'application en a besoin, on va faire un accueilleur. L'écran va rester allumé et quand on a fini, on relâche. Et ça permet au système de retourner en veille et dans un mode de fonctionnement classique. Et ce qui se passait dans pas mal d'applications, c'est qu'il n'y avait pas de release. Donc ça, on l'a trouvé sur des grosses applications, mais je n'imagine pas sur plein de petites applications qui sont peu utilisées et où il y a moins de retours. Le release, je pense pas qu'il est beaucoup utilisé. Donc ça fait qu'il y a plein de logiciels qui sûrement, enfin peut-être, qui gardent une alimentation. Il y avait un bug sur Linux, pareil, sur, on va dire, un blocage de l'alimentation. Sur le context aware, alors voilà, ça c'est une mesure de la consommation d'un site web. Donc une plateforme à 22 watts. Je charge le site web, donc on monte à 26 watts. Donc ça c'est sur une période c'est en secondes. Là, sur 10 secondes, on est sur une consommation. Alors si vous aviez mesuré le CPU, il aurait été juste là. Donc on voit qu'on a une inertie de consommation. Et ce qui se passe là, qui est notable, c'est qu'on a plus 1 watt. C'est-à-dire que voilà, mais c'est en lien avec le timer, on a une consommation qui grimpe. Alors là où je veux en venir, c'est que quand je lance plein de fenêtres, je vais avoir cette consommation qui va s'additionner. Et si j'ai 10 fenêtres ouvertes, je vais avoir un offset. Ma plateforme va consommer, on va dire, jusqu'à 10 watts de plus. Alors, c'est en lien avec le timer. Une des préconisations, c'est de prendre le contexte. Et comment on fait pour prendre le contexte ? On peut surveiller si j'ai des choses activées ou pas. Si ma fenêtre n'est pas activée, j'arrête les timers, j'arrête de demander à Windows des timers précis, j'arrête d'afficher des vidéos, j'arrête de faire mes traitements. Et sur tous les logiciels, on doit avoir cette prise de contexte. Parce que c'est pas normal quand l'utilisateur minimise une fenêtre, que je continue à faire des traitements graphiques, que je continue à aller faire des choses. Il y a des logiciels qui nécessitent ce traitement, mais il y a généralement, on est actif si l'utilisateur le demande. Voilà, donc dans tous les frameworks, vous trouverez ces événements que vous pouvez utiliser. Alors c'est pareil, combien d'entre vous font attention à surveiller ce contexte et modifient le comportement en fonction du contexte? Pardon?
Là, je ne saurais pas répondre. Je sais que sur .NET, sur Java, voilà, on peut. Ouais. Bah, je suis intéressé par toutes les ressources. Mais voilà, bon, donc ça montre bien une pratique, c'est que si je prends vos logiciels et que je les mets sur mon PC et que je les minimise, la consommation elle va pas redescendre à 18 watts et c'est pour ça que mon PC il monte au fur et à mesure, parce que les choses qui sont en tâche de fond, elles se désactivent pas. Une des choses ici qui est complexe, c'est justement quand on est sur ce cycle du matériel toujours plus puissant et voilà, en tant que développeur, on a du mal à suivre ces avancées. C'est la concurrence. Et il y a une loi, encore une loi, hein, c'est la loi d'Amdahl, qui dit qu'une partie en parallélisation, une partie des calculs ne peuvent de toute façon pas être parallélisés. Donc on aura toujours une partie qui est sérialisée. Mais quand on est dans la vraie vie, c'est pire, c'est qu'on a un overhead. C'est parce qu'on essaye de faire de la parallélisation, on essaye de faire de l'exclusion, mais c'est même vrai dans le multithreading. On maîtrise mal, et ce qui se passe, c'est que généralement, maintenant, on a des consommations d'énergie qui sont beaucoup plus fortes sur du multicœur que si on avait fait le même traitement sur du simple cœur. Parce que c'est mal géré. Alors pourquoi ça? Pourquoi cet overhead? Un des exemples, c'est la synchronisation. On va synchroniser du code, alors qu'il faut synchroniser plutôt des données. Et si on synchronise, ça crée un blocage. Donc on va, et dans toutes les exclusions, on va créer des blocages qui vont faire que justement, si je reviens, voilà, la partie qui est sérialisée, on va l'augmenter. Et plus on va avoir des choses qui sont bloquantes, plus on va augmenter cet overhead. Alors voilà, c'est d'éviter des choses où il y a des synchronisations, de réduire le temps passé en synchronisation, on va revenir sur un exemple, et de diminuer la granularité. L'exemple c'est Concurrent HMAP, qui, plutôt que de locker tout, lock uniquement en écriture et pas du tout en lecture, et fait du stripping, c'est-à-dire que va locker 16 strips. Et voilà, donc on va l'overhead de la parallélisation là et du multithreading, on va le diminuer. Donc ça, c'est sur une implémentation d'un HMAP, mais sur vos codes, vous pouvez faire pareil. C'est-à-dire que réduire cet overhead de la multithreading et de la parallélisation. Là, un code, voilà, on synchronise. Justement, pourquoi on dit synchroniser les datas et pas le code? Là, on n'a pas besoin de synchroniser certaines choses, on a besoin de synchroniser qu'une partie. Et en faisant ça, on réduit la période de synchronisation, et donc on augmente ce qui peut être bloqué, ce qui ne peut pas être bloqué. Alors, une autre chose, c'est les données, et c'est le point central aussi de l'éco-conception, c'est de faire attention aux données, parce que c'est pas forcément là les instructions qui vont coûter en énergie, c'est le traitement des données, et on a une obésité des données, et on a des tailles de données qui sont énormes, et c'est de travailler le plus proche du processeur, parce que plus alors je ne sais pas si vous avez vu la présentation sur justement l'optimisation des ressources, où on parlait de, comme le système solaire, c'est si je travaille et enregistre, je suis là. Si je travaille en disque dur, il faut que je traverse la rue. Là c'est ça, on va dire, ces cycles, ils vont être coûteux. Donc il va falloir essayer de travailler le plus possible en cache et d'éviter, alors en Java, qu'est-ce que ça veut dire? D'éviter beaucoup de choses qui sont assez coûteuses. La sérialisation, les I/O,
des variables globales, des boucles, les optimiser. Et justement, alors je reviens sur la plateforme mobile parce que il y a des bons exemples d'optimisation et c'est là où on détecte on va dire, les points de blocage. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement contraint. Mais quand on revient sur plateforme, enfin normalement toutes ces vérifications, toutes ces mesures de consommation, on ne devrait pas les faire que sur des environnements contraints. On devrait les faire tout le temps. Les faire tout le temps pour justement optimiser le logiciel. Angry Bird. Il y a une étude qui a analysé l'énergie qui était passée dans l'application Android. Et on a 75% en fait de l'énergie qui est passée dans des I/O, c'est-à-dire que le net, le GPS. C'est énorme, 75% de l'énergie totale de l'application, c'est des I/O. C'est bien ça qui coûte en fait, c'est d'aller à l'extérieur du système, ça consomme beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, on a un cycle 3G qui monte, on va être actif et on va envoyer des blocs. On va revenir en attente 3G, on va réenvoyer des blocs et plusieurs fois comme ça. Et donc si on regarde les consommations, on est en attente, on est en 150 millisecondes. Donc là, la technique, c'est de rassembler les I/O. Donc pourquoi rassembler les I/O? Parce que ce qui est coûteux en le rassemblant, on peut optimiser la consommation. Et pareil sur vos applications, sur PC, c'est de rassembler toutes ces I/O. Tous les traitements, on va les rassembler et on va rassembler les traitements et la sortie du système. Donc voilà, c'était pareil sur des I/O, les choses. Alors je vais pas rentrer dans les détails. Il y a une session après sur les I/O. Les nouvelles I/O sont beaucoup plus performantes et voilà. Je vous invite sur des choses c'est surtout aller vers de l'asynchrone, d'aller sur du non bloquant. Parce que tout ce qui est bloquant, justement, ça va créer des contentions. Si on est sur des choses asynchrones et non bloquantes, on va être beaucoup plus performant, on va être événementiel et on va toujours baisser ce temps on va dire qui est consommateur et qui fait qu'on a des goulots d'étranglement. Parce que sur les architectures actuelles, pour revenir sur justement la loi de Moore, on a des architectures qui sont bloquantes où on a des contentions et ce qu'on décide de faire, c'est la scalabilité. Donc on augmente les ressources et plutôt que d'optimiser le logiciel. Pareil, chose coûteuse, la sérialisation. Alors pourquoi c'est coûteux? Parce que c'est un goulot d'étranglement. On utilise les I/O. C'est récursif, c'est-à-dire que voilà, on va découvrir tous les objets. On va utiliser réflexion. Donc globalement, pardon, excusez-moi. C'est assez coûteux, donc on va limiter ces interfaces. Alors je sais pas. Le limiter, c'est d'ailleurs utiliser le moins possible, utiliser d'autres solutions. Alors, une des solutions, c'est déjà quand vous sauvegardez, quand vous sérialisez des objets et des structures, d'utiliser par exemple transient pour dire la valeur value B, j'ai pas besoin de la sérialiser. Donc je vais faire attention, je vais la mettre en transient, elle va pas être sérialisée. Voilà. Pareil, je sais pas si c'est des pratiques qui sont largement utilisées, pas largement, je sais pas, transient. Si. Ouais, mais là je peux pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que la sérialisation, c'est aussi regarder sous le capot, je disais,
c'est savoir qu'est-ce qui utilise la sérialisation. Parce qu'on a on a des niveaux d'abstraction, de distraction, qui fait qu'on ne sait plus ce qui est utilisé en dessous. RMI, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses qui utilisent la sérialisation et on ne sait pas. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière la sérialisation. Mais c'est coûteux, parce que on va prendre, on va écrire, on va mettre à la queue des objets. Enfin, toute la puissance du langage qu'on avait en objet, on l'aplatit, on le met dans des I/O voilà. Et c'est vrai que on ne sait pas si on utilise ou pas la sérialisation, mais tout le monde l'utilise normalement dans ce voilà. Et on peut aller plus loin en toutes les méthodes, toutes les classes qui existent, on peut les optimiser. C'est d'utiliser, enfin d'implémenter une sérialisation propre, plus optimisée, peut-être qui utilise des NIO, de faire de l'optimisation. Alors c'est coûteux, mais il y a des librairies qui existent qui font de la sérialisation un peu plus poussée. Et puis bien sûr, quand on va sauvegarder, on va sérialiser des données, c'est de les optimiser. Alors, il y a eu des sessions sur SizeOf. Là, voilà, c'est de dire, je veux sauvegarder un tableau de 3 points. En taille, c'est 104 bytes. Donc, alors comment j'ai utilisé, j'étais pas à la session SizeOf, mais il y a une classe aussi qui s'appelle ClassMixerAgent, qui vous permet d'avoir la taille de vos objets. Et c'est très intéressant. Je vous invite dans vos applications à justement vérifier la taille. Et c'est là, on est à 104 bytes. Si je fais plutôt que un tableau de point, j'utilise des integers, je vais être à 56 bytes, excusez-moi. Et on peut optimiser comme ça la taille. Et quand on va passer par la sérialisation, on va limiter les données. Comme ça, on va sérialiser moins et on va être plus efficace. Et je veux finir un peu sur la face cachée des données, c'est-à-dire qu'un double, ça prend 24 bytes. Mais derrière, voilà. Comment c'est composé? Parce que un double sur des interfaces plutôt natives, c'est pas 24 bytes. On a voilà 2 mots et 8 bytes. C'est-à-dire que sur une donnée, un double, on a 64 données, enfin 67% de données inutiles. Alors inutiles, si on regarde la donnée utile qui est juste voilà, le double. Et si on passe, voilà, sur des strings, on monte jusqu'à 75% de données utiles. Inutiles, excusez-moi. Voilà, donc on a un coût de données qui est énorme. Et si on passe sur des collections, ArrayList, on a un coût fixe de 40 bytes, on a un coût d'objet par entrée de 4 bytes, plus le coût de la donnée. Après, donc si je mets un double, j'ai aussi l'overhead du double. Et chose un peu particulière, c'est que j'ai des slots qui sont créés initialement, donc j'en ai 9 aussi, mais qui prennent de la place, parce que c'est 4 fois 9. Et donc on a un coût des collections qui est énorme. Et je vous invite à aller regarder, à modéliser vos données. Et quand on a des structures complexes, on peut monter à des overheads dans des applications de 80%. C'est-à-dire que sur ma taille mémoire de 1 giga, en données utiles, j'ai peu. Je vais avoir 200 mégas de données utiles. Alors, comment il faut faire? Là, je ne vais pas vous donner des solutions, mais quand on commence à modéliser et on regarde l'overhead des données, on peut optimiser. C'est-à-dire que peut-être remplir la structure. Utiliser une structure qui a moins d'overhead, regrouper des choses, plutôt qu'utiliser parfois des ArrayList, peut-être d'autres structures. Et l'application, là, justement, j'ai fait un ArrayList de double, et j'ai augmenté le nombre de doubles, et on voit l'overhead, en fait. Donc ça, c'est la taille
qui monte de la structure. Au début, je suis à un overhead de 90%. Voilà, parce que j'ai mis qu'une donnée dessus et le coût il est énorme. Voilà, j'ai 90% d'overhead. Et au fur et à mesure, on va optimiser cette taille. Et c'est sûr que quand je vais avoir rempli toute la structure, je vais être à un overhead de 75%. Voilà. Bon. Pour simplifier, il n'y a pas de solution miracle. C'est voilà. Toujours plus simple et encore plus. Faut optimiser et faut pas optimiser que quand on a des problèmes de performance. Faut intégrer ça dans les pratiques classiques, c'est-à-dire que mesurer la consommation, optimiser, faire du profiling, ça va permettre de diminuer cet impact. Oublier un peu la course technologique, c'est-à-dire que on se dit on aura toujours plus de puissance, c'est pas sûr. Là, le coût de la mémoire il est très faible, mais il y a des terres rares à l'intérieur et qui fait qu'il y a des tensions géopolitiques qui font que la situation actuelle, dans 10 ans, elle sera peut-être, voilà, elle sera sûrement pas la même. Donc il va falloir optimiser et regarder sous le capot. C'est-à-dire que, ok, on est sur un langage haut niveau, on est sur des choses assez flexibles, mais c'est pas une raison pour pas regarder comment est fait la JVM, comment est gérée la mémoire. Donc si on connaît mieux sous le capot, on peut un peu faire de l'éco-conduite. Puis quand vous développez des frameworks, parce que plus vous êtes bas, plus vous allez devoir intégrer ces optimisations et cette éco-conception. Parce qu'en tant que développeur haut niveau, on va pas s'occuper de ces optimisations et c'est d'utiliser des frameworks qui sont, on va dire, optimisés. Voilà. Il reste 5 minutes. 5 minutes de questions ou de contre-arguments. Vous parlez justement des frameworks à l'instant. Il a juste posé une question. Est-ce qu'il y a du job il commence à avoir des choses, mais voilà, on va dire, pourquoi on a créé le Green Code Lab. Alors hop, je mets... pourquoi on a créé le Green Code Lab? C'est parce que justement, on avait conscience, enfin voilà, sur des acteurs du développement durable, on avait conscience qu'il y avait un problème, mais que le marché n'est pas encore là. Par contre, il faut que ça vienne des développeurs aussi, c'est-à-dire que former les écoles, maintenant les écoles sont plus formées sur le matériel, on forme des gens qui font du Java, du PHP, ils savent même plus sur quoi ils travaillent. Donc quand je dis regarder sous le capot, c'est leur apprendre un peu comment c'est fait la mécanique, quoi. Mais ça vient au fur et à mesure. Mais c'est une chose qui est en plus de l'optimisation, en plus de la qualité, il faut pas le voir comme un surcoût. Actuellement, c'est un surcoût parce qu'on part de très loin. Donc c'est sûr qu'en partant de très loin, c'est un surcoût, mais les gains sont énormes. Sur certains serveurs, on peut diminuer par 50% la consommation. Voilà. Ouais. Donc vous parliez à l'instant de tout ce qui est framework. En Java, on est dans un écosystème extrêmement riche. En tant que développeur qui justement faisons des devs sur des frameworks, on est régulièrement amené à en choisir. Est-ce qu'il y a des ressources quelque part, peut-être sur votre Green Code Lab, justement qui donnera un petit benchmark de tel ou tel framework est éco-designé ou pas? Alors, non, sur cette question spécifique, non, pas du tout. Nous, on a commencé par le bas, c'est-à-dire que c'est ce que je vous ai présenté, c'est des pratiques assez bas niveau. Après, faut remonter tout, et c'est la problématique. Et je vous invite, enfin, le Green Code Lab est en recherche aussi d'expertise, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont du .NET, de l'embarqué, mais à venir participer, à faire ces benchmarks, parce que nous aussi on part de loin. En fait, voilà, globalement, le domaine est assez nouveau, mais il faut que ça soit intégré dans les frameworks. Oui. Ça va être la dernière. Il y a 2 minutes encore.
Donc, avant ma question, juste une remarque. Donc, les systèmes d'exploitation d'aujourd'hui, elles viennent configurées souvent avec des interfaces très graphiques, très flashy. Moi, j'ai l'habitude de désactiver tout ça, en fait. Donc, désactiver les ombres sous les menus, les ombres sous la souris, les animations, tout ça. Donc, c'est moins beau, c'est moins joli. Mais je gagne en performance de mon laptop et je gagne en temps de batterie. Donc, je le fais plus par des raisons pratiques. Mais c'est un levier aussi de réduire l'empreinte. Et maintenant, la question, en fait, je suis un petit peu sceptique, en fait, quand je vois la démo. Donc, effectivement, les chiffres paraissent énormes. Donc, Facebook, l'exemple Facebook. Mais après, quand je pense, Facebook, c'est un service qui sert 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Un TGV, et il y en a plein qui roulent en ce moment dans le monde, sert 200 personnes. Je me dis que finalement, c'est pas là où il faut agir en premier, quoi. Oui, mais c'est pas sur les data centers de Facebook et les logiciels. Oui, mais en fait, on a aussi un usage qui est maintenant totalement différent. C'est-à-dire que maintenant, l'exemple d'Apple iCloud, avant je pouvais sauvegarder qu'une partie. Des données faibles. Maintenant, avec le cloud, j'ai plus cette contrainte, j'ai plus cette rétroaction. C'est-à-dire que il y a une entropie énorme. C'est-à-dire que la solution du cloud, ok, c'est mutualisé, mais en tant qu'utilisateur, on a déverrouillé. Ça, donc on n'a plus de vision sur le retour et on a un usage on va avoir un effet rebond. L'effet rebond, on l'a aussi dans le covoiturage. Si on met du covoiturage ou des transports en commun, on va beaucoup plus circuler. Et c'est pareil pour le cloud. Donc, c'est pas une solution en fait de se dire, on met tout dans le cloud et on n'optimise pas. C'est juste faire attention à ça, ce message. Et il y a des messages actuellement qui disent le cloud c'est green. Non, ça peut permettre d'être green, mais sous certaines conditions. On doit arrêter. Voilà. Je vous invite, il y a des livres qui sont en vente. Si vous voulez discuter un peu plus, j'y serai. Merci.